Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 260 sur l'hématurie. Tu ris, Emma? Non. Non. Bon, petit jeu de mots pour commencer. Sur des bonnes bases. Allez, on va continuer sur de l'urologie, tout simplement. Donc, item 260, comme Emma l'a dit. On va partir d'entrée sur la définition de l'hématurie. Bon, tout le monde, je pense, sait ce que c'est. Il s'agit de la présence anormale d'hématies dans les urines. Il s'agit d'un signe d'alarme majeur. Il faut en premier lieu éliminer une pathologie grave sous-jacente, notamment une tumeur urothéliale. Elle doit être confirmée, cette hématurie, par un examen cytologique urinaire quantitatif, c'est-à-dire un ECBU qui montre plus de 10 hématies par millimètre cube ou plus de 10 000 hématies par millilitre. Voilà, tout dépend de l'unité utilisée. Alors, les diagnostics différentiels de l'hématurie. Ça va être premièrement l'urétroragie. C'est un saignement d'origine urétrale en dehors de la miction. Alors que l'hématurie, bien sûr, c'est dans les urines. Ensuite, on peut avoir une coloration rouge des urines. Ça peut être lié à des médicaments, à des pigments, des aliments, des cristaux d'urate sous forme de cristaux dans les couches, etc. Et ça peut aussi être de la contamination des urines par du sang, notamment dans le cadre de saignements menstruels chez les femmes, de métrorragie ou d'hémospermie chez les hommes. Voilà, donc du sang dans le sperme. Alors, les principaux mécanismes des hématuries, donc un peu de physiopathologie. Alors, l'hématurie micro ou macroscopique correspondent à des étiologies urologiques ou néphrologiques et témoignent de l'atteinte du parenchyme rénal ou de la voie excrétrice urinaire. Donc les voies urinaires voilà, où est évacuée l'urine tout simplement. Alors, on va commencer par les étiologies urologiques. Ça va être principalement une lésion du parenchyme rénal ou de l'arbre urinaire avec une effraction de vaisseau sanguin, et ainsi les hématies seront déversées dans la voie excrétrice urinaire. Ça, c'est pour l'étiologie urologique. Et après, il y a l'étiologie néphrologique, donc plutôt qui vient du rein. Et donc là, c'est le passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire altérée. Donc, par exemple, dans le cadre de la prolifération cellulaire extracapillaire, au cours d'une glomérulonéphrite, qui est rapidement progressive, ou le remaniement de la structure glomérulaire, par exemple des dépôts mésangiaux d'IgA, le syndrome d'Alport, etc. Il y a une absence de caillots par une activation de l'urokinase tubulaire fibrinolytique. Donc ça, c'est une sorte d'enzyme en fait qui va venir détruire la fibrine et ça fait qu'il n'y a pas de caillots. On peut avoir la présence de cylindres hématiques ou d'hématies déformées, des acanthocytes, qui sont en forme de rouleau sur l'analyse du culot urinaire. On a aussi une protéinurie qui est possible dans le cadre de glomérulonéphrite comme ça. Voilà. Alors, comment on fait pour diagnostiquer une hématurie microscopique et une hématurie macroscopique? Donc, microscopique, ça va se faire ce diagnostic sur une bandelette urinaire uniquement. Ça, c'est une bonne sensibilité de 90% et elle est positive à partir de 5 hématies par millimètre cube. Et ça, bien sûr, ce sera à confirmer par un ECBU. Mais voilà, la bandelette urinaire, la BU, permet de faire le diagnostic d'hématurie microscopique. Pour l'hématurie macroscopique, donc, c'est la présence de sang qui est visible à l'œil nu, donc une coloration rosée, rouge ou brunâtre des urines. Et en général, c'est macroscopique quand il y a plus de 500 hématies par millimètre cube. Quand on a des caillots ou des symptômes urologiques, par exemple des symptômes du bas appareil urinaire, des douleurs lombaires ou pelviennes, ça va plutôt orienter vers l'origine urologique. Voilà. Parce que quand c'est d'origine néphrologique, on l'a vu, il n'y a pas de caillots. À cause de l'enzyme qui s'appelle, on le rappelle, urokinase tubulaire fibrinolytique. Il n'existe pas de corrélation entre le type d'hématurie ou l'importance du saignement et la gravité de la maladie causale.
Donc l'hématurie microscopique a la même valeur diagnostique que l'hématurie macroscopique. C'est pas parce qu'il y a plus d'hématie que c'est plus grave. Voilà ce que ça veut dire. Alors, voyons maintenant la valeur localisatrice d'une hématurie macroscopique. Donc une hématurie macroscopique, où on voit le sang à l'œil nu, d'origine urologique peut être isolée ou accompagnée de douleurs, de caillots et de brûlures mictionnelles. Donc pour l'hématurie macroscopique, la chronologie de l'hématurie au cours de la miction a une valeur localisatrice. Si on a une hématurie initiale, c'est-à-dire que dès le premier jet, on a du sang, et bien là, ça sera plutôt d'origine urétro-prostatique, donc de l'urètre, une lésion urétrale ou de la prostate, ou même du col vésical, donc à la sortie de la vessie. Une hématurie terminale, c'est-à-dire qu'il n'y a du sang qu'en fin de miction, ce sera plutôt une origine vésicale, c'est-à-dire que tout le sang, toute l'urine qu'il y a en aval du coup de la vessie, eh bien, sera indemne de sang. Donc le premier jet, on va dire, n'aura pas d'origine, enfin n'aura pas d'hématurie macroscopique. Et lorsqu'on a une hématurie totale, donc sur toute la durée de la miction, ça peut être d'origine rénale, urologique ou néphrologique, mais ça a moins de valeur localisatrice, surtout en cas d'hématurie abondante. Une hématurie macroscopique d'origine néphrologique, elle est totale, sans caillots, sans douleur et sans brûlure mictionnelle. L'origine néphrologique, elle est souvent confirmée par la présence d'une protéinurie qui est associée. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les principaux examens complémentaires qu'il faut prescrire devant une hématurie. Donc l'hématurie, qu'elle soit micro ou macroscopique, elle va toujours nécessiter une enquête étiologique clinique, biologique et même radiologique. Donc l'hématurie macroscopique isolée doit toujours faire éliminer une origine urologique avant de s'orienter vers une cause néphrologique. Donc premièrement, le CBU, ça permet déjà de confirmer l'hématurie, donc la présence d'hématie dans les urines, on le rappelle, de quantifier l'hématurie également et d'éliminer une infection urinaire. Le bilan minimal et le bilan de retentissement va impliquer une NFS, un bilan d'hémostase, donc avec TP, TCA plus ou moins l'INR, et l'évaluation de la fonction rénale, donc avec la créatininémie et l'estimation du DFG, débit de filtration glomérulaire qui représente un peu la fonction rénale. Et on va rechercher le protéinurie à la bandelette avec une quantification des protéines si la bandelette est positive. Ça, c'est le bilan minimal et de retentissement. Le bilan étiologique minimal implique en première intention une imagerie de l'arbre urinaire et une cytologie urinaire, avec le plus souvent une fibroscopie urétrovésicale, mais ça c'est plutôt en deuxième intention. Donc, le bilan il doit être réalisé précocement. Désolé, je baille un peu parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Alors, la cytologie urinaire, elle se fait sur les urines du matin, en dehors de l'épisode hématurique. Le pathologiste va rechercher des cellules tumorales de haut grade, ça a une bonne sensibilité, en faveur d'un carcinome urothélial vésical ou un carcinome des voies excrétrices supérieures. Donc ça, c'est la cytologie urinaire. Après, l'imagerie de première intention, c'est l'échographie rénovésicale, quand c'est possible. Sinon, l'uroscanner, c'est l'examen de référence systématique, et donc il comprend un temps sans injection, où on va rechercher en fait des calculs dans l'arbre urinaire, et évaluer les densités spontanées de tous les éléments. Il y aura ensuite un temps artériel, donc là il y a une prise de contraste pour les tumeurs rénales, vésicales ou des tumeurs de la voie excrétrice supérieure, ou même une anomalie vasculaire. Et ensuite il y aura un temps excréteur tardif, qui peut être couplé à une phase néphrographique, le plus souvent sensibilisée par l'injection de diurétiques. Le temps tardif, du coup, il permet de visualiser une lacune sur l'arbre urinaire. Et en cas de contre-indication à l'iode, on ne fera pas un uroscanner, mais une uro-IRM. Voilà. Donc, pour le cas d'hématurie traumatique, ça peut nécessiter, après le scanner,
la réalisation d'une artériographie diagnostique et ou thérapeutique en cas de saignement actif, et auquel cas on pourra faire une artério-embolisation. Ensuite, comme autre examen d'imagerie, on a la fibroscopie urétrovésicale, qu'on appelle aussi urétrocystoscopie souple. Et donc ça, c'est réalisé par un urologue en consultation sous anesthésie locale, avec un gel anesthésique intra-urétral, voilà, un gel à la lidocaïne par exemple. Et donc là, les indications, ça va être lorsqu'on a une imagerie sans étiologie évidente, lorsqu'on a une cytologie urinaire positive, donc qui est un carcinome in situ par exemple, ou s'il y a des facteurs de risque de tumeur urothéliale, notamment l'âge, l'exposition tabagique ou professionnelle. L'inspection des méas urétéraux peut parfois mettre en évidence un éjaculat d'urine sanglante et latéraliser l'hématurie qui est issue des voies excrétrices supérieures. Lorsque le diagnostic étiologique est évident, par exemple une volumineuse tumeur vésicale, bien la fibroscopie urétrovésicale n'est pas nécessaire, parce qu'en fait la fibroscopie ne permet pas la réalisation de biopsie ni la résection du polype. La résection endoscopique, grâce à un urétrocystoscope rigide, se fait au bloc opératoire sous anesthésie. Voilà, donc là il faut une urétrocystoscope rigide et pas souple, qui permet juste en fait d'aller voir un peu les voies urinaires. Et enfin, l'urétéroscopie, donc là cette fois-ci c'est dans les uretères avec une sonde rigide ou souple, peut explorer l'uretère et les cavités rénales, et ça se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire. Ça va être indiqué si on a une suspicion de tumeur des voies excrétrices urinaires supérieures, donc c'est-à-dire au-dessus de la vessie. En cas d'orientation néphrologique, donc lorsqu'on a des antécédents personnels ou familiaux évocateurs, des œdèmes des membres inférieurs, de l'hypertension artérielle, une insuffisance rénale, la présence de cylindres hématiques, etc., etc., eh bien on va rechercher une protéinurie. Donc là, je fais un petit retour à l'item 259, je crois, sur la protéinurie tout simplement. Et donc cette recherche de protéinurie, idéalement, se fait en dehors d'un épisode hématurique, parce que sinon le dosage sera faussé. Une protéinurie des 24 heures qui est supérieure à 2 grammes, ou un rapport protéine sur créatine urinaire supérieur à 2 grammes par gramme, ça va être évocateur d'une origine glomérulaire de l'hématurie. C'est-à-dire que si on a vraiment une protéinurie importante, eh bien il y a une pathologie de la membrane glomérulaire qui va moins bien filtrer, qui va laisser passer les plus grosses molécules. Et donc si on a cette protéinurie, il y aura une indication de ponction biopsie rénale sous échographie qui sera discutée si on a une hématurie microscopique associée à une protéinurie glomérulaire, ou encore lorsqu'on aura une hématurie macroscopique récidivante sans étiologie urologique. Voilà, c'est le cas par exemple de la néphropathie à IgA. Ça peut faire des hématuries macroscopiques mais d'origine néphrologique. Et enfin, en l'absence d'étiologie retrouvée sur le bilan qu'on vient de dire, donc ça représente moins de 10% des situations cliniques, c'est plutôt rare qu'on ne retrouve pas d'étiologie, eh bien il faut réitérer le bilan en cas de persistance ou de récidive de l'hématurie, surtout chez les patients fumeurs et qui ont plus de 40 ans. Donc les facteurs de risque de tumeur urothéliale. Alors là on a quelques images typiques des causes fréquentes d'hématurie en imagerie. Donc sur la première image que je mettrai sur le post Insta, on a une tumeur rénale droite qui est localement avancée et qui évoque, là dans ce cas-là, un carcinome rénal à cellules claires avec des zones nécrotiques centrales. C'est ce qui est représenté par le petit hashtag, là, le dièse. Et donc c'est responsable d'un envahissement de la voie excrétrice avec du coup un caillotage piélique, c'est-à-dire des caillots dans le piélon, qui va pouvoir entraîner une hématurie macroscopique. Donc là, le rein, il est vraiment énorme, hein, il prend presque un tiers, on va dire, de la cavité abdominale. Donc,
Voilà, ben, la deuxième image, elle est aussi en lien, c'est le même patient que la première image, hein, donc c'est juste une vue un peu plus basse. Euh, et donc là, eh bien, on voit notamment le caillotage piélique, donc là, c'est la petite étoile, l'astérisque, qui montre le caillot qui est enclavé dans le piélon et qui envahit du coup la voie excrétrice. Troisième image, du coup là c'est autre chose, c'est polype vésical, tout simplement, papillaire d'ailleurs, voilà, qui est localisé par le petit dièse et qui évoque une tumeur urothéliale. Voilà, donc là c'est au niveau de la vessie, on voit un polype papillaire qui est évocateur d'une tumeur urothéliale. Donc ça c'est une image qui est prise d'une fibroscopie, voilà, vésicale du coup. Donc là, on a une petite photographie d'un exemple typique d'hématurie macroscopique. Donc c'est une poche de sonde urinaire qui est remplie d'urine hématique du coup. Et donc c'est une hématurie macroscopique et ça, on peut être souvent amené à le voir à l'hôpital. Donc là, on a une petite bandelette urinaire, tout simplement, avec une hématurie. C'est-à-dire que là, on a 3 croix en face du sang. Hein. Donc là, les 3 petites lettres les 2 petites lettres qui le traduisent, c'est SG. Voilà. Et donc là, c'est le sang. Alors maintenant, on va voir les principales étiologies des hématuries néphrologiques chez l'adulte et l'enfant. Donc, une étiologie néphrologique va être recherchée en cas de bilan urologique négatif ou même d'emblée en cas de syndrome néphrologique évocateur. Par exemple, une protéinurie associée, qui est très évocatrice, de l'HTA, une insuffisance rénale, etc. Ou lorsqu'on a des antécédents personnels ou familiaux qui sont évocateurs de néphropathie hématurique. Donc, il va y avoir trois grandes étiologies néphrologiques. Premièrement, c'est les néphropathies glomérulaires, à évoquer si y a une association de l'hématurie à une protéinurie glomérulaire, une HTA, une insuffisance rénale, etc., qui va être confirmée par la ponction biopsie rénale. Donc là, c'est le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante que l'on appelle AKI. Ça va évoquer une néphropathie AIGA primitive, donc ça c'est plutôt chez l'homme jeune. C'est représenté dans la plupart des cas par une hématurie macroscopique qui survient 48 heures après un épisode infectieux ORL. Voilà, ça peut évoquer une néphropathie IgA primitive. Et ça peut être aussi congénital. Donc ça, c'est le syndrome d'Alport. Donc dans ce cas-là, il y a un contexte familial avec de la surdité, une atteinte ophtalmologique également. Chez l'enfant, une hématurie microscopique persistante doit faire rechercher une cause glomérulaire. Et donc là, on peut aussi avoir le syndrome d'Alport avec une hématurie microscopique ou macroscopique, ça peut faire les deux. On peut aussi avoir un syndrome néphritique aigu, et donc là, c'est une glomérulonéphrite aiguë, post-infectieuse généralement. Voilà, ça c'est le syndrome néphritique aigu. Le syndrome néphritique aigu, justement, on va dire 2-3 mots là-dessus. C'est le plus souvent post-infectieux, une glomérulonéphrite post-infectieuse. En général, J10 à J15 d'une infection ORL à streptocoque. On va avoir une hypocomplémentémie, donc une diminution des molécules du complément. Et on aura une glomérulonéphrite rapidement progressive, et donc la GNRP, hein, on le dit plus communément, avec une dégradation rapide de la fonction rénale et un syndrome glomérulaire, c'est-à-dire une protéinurie plus une hématurie. Et on peut aussi avoir des signes extra-rénaux qui vont révéler une maladie systémique ou une vascularite. Voilà pour le syndrome néphritique aigu. Donc ça, c'était la première étiologie, les néphropathies glomérulaires. Après, on peut avoir des néphropathies interstitielles aiguës. Donc ça, c'est le plus souvent immunoallergique, souvent médicamenteux d'ailleurs. Hein. Et donc, elle peut associer cette néphropathie interstitielle aiguë, une hématurie, à une leucocyturie et une insuffisance rénale avec des signes de la série allergique, c'est-à-dire
un rash cutané, une cytolyse par exemple, etc. Donc là, hématurie plus leucocyturie et insuffisance rénale avec des signes d'allergie. Ça, c'est les néphropathies interstitielles aiguës. Et enfin, troisième grande cause néphrologique, ça va être celle qui a une présentation clinique urologique, c'est-à-dire une hématurie par effraction de l'arbre urinaire qui est responsable de douleurs lombaires. Et donc là, ça peut être par exemple dans le cadre de la nécrose papillaire, avec une migration des fragments papillaires dans l'ureter qui vont mimer une colique néphrétique sur un terrain qui est favorisant, c'est-à-dire un patient qui a du diabète, une drépanocytose, qui a pris des AINS, ça fait de la nécrose papillaire. L'infarctus rénal aussi, donc ça c'est une cause néphrologique qui va se présenter plus comme une cause urologique, c'est-à-dire qu'on aura une hématurie avec une douleur lombaire brutale qui va nécessiter une prise en charge en urgence si ça concerne le tronc principal de l'artère rénale. Donc là, il y a un contexte qui est évocateur, avec un contexte de maladie thromboembolique ou un contexte vasculaire, de drépanocytose aussi, ou ça peut être aussi post-traumatique, bien sûr, l'infarctus rénal. Donc ça, c'était une autre cause néphrologique qui a une présentation clinique plutôt urologique. On peut aussi avoir la polykystose rénale autosomique dominante. Donc là, on a fait l'item là-dessus aussi. Je vous invite à aller le réécouter si jamais. Et donc là, dans la polykystose, il y aura le développement de kystes rénaux dont la rupture des vaisseaux de la paroi peut se faire dans la voie excrétrice, ce qui peut expliquer l'hématurie. Voilà, et l'hématurie peut également révéler des calculs ou une infection de kyste, et ça peut aussi être une évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Donc, pour continuer, maintenant on va voir les principales étiologies des hématuries urologiques. On a vu les néphrologiques, maintenant les urologiques. Même si on en a un petit peu parlé, mais on va aller un peu plus en détail. Donc là, une étiologie urologique va être évoquée en priorité devant une hématurie macroscopique avec des caillots ou en présence de signes urinaires ou de douleurs lombaires. En cas d'hématurie macroscopique isolée ou d'hématurie microscopique persistante, on doit toujours évoquer une cause urologique avant un éventuel bilan néphrologique. Mais lorsqu'on a une hématurie macro ou microscopique persistante, toujours on doit penser à la cause urologique en premier lieu. L'hématurie d'effort reste un diagnostic d'élimination. C'est le plus souvent microscopique, parfois lié à un calcul. Et aussi la prise d'anticoagulants peut favoriser cette hématurie, mais elle doit toujours faire rechercher une étiologie sous-jacente, notamment une tumeur. Ça, c'est ce qu'on cherche à éliminer en premier lieu. L'origine prostatique de l'hématurie est un diagnostic d'élimination. Voilà. Et les causes urologiques les plus fréquentes ou les plus graves doivent être évoquées en priorité, à savoir les tumeurs de l'arbre urinaire, les infections urinaires et la maladie lithiasique. Ça, c'est les 3 causes urologiques les plus fréquentes ou les plus graves, avec notamment les tumeurs de l'arbre urinaire. Pour les tumeurs de l'arbre urinaire, justement, on a des tumeurs urothéliales, donc de la vessie et des voies excrétrices supérieures. Et donc là, il s'agit de l'étiologie principale à éliminer en raison de sa gravité. Les facteurs de risque des tumeurs urothéliales, c'est l'âge, supérieur à 50 ans, c'est pas si vieux, hein, le sexe masculin, le tabagisme et l'exposition professionnelle. Voilà pour les tumeurs urothéliales. On a ensuite les tumeurs rénales, donc là il y aura un chapitre dédié à ça. Il s'agit en général de tumeurs malignes qui sont localement avancées et volumineuses, ou ça peut être aussi des angiomyolipomes bénins. Mais l'image qu'on a vue précédemment, par exemple, c'est un exemple de tumeur rénale. Et enfin, les tumeurs prostatiques peuvent être localement avancées chez l'adulte ou chez l'enfant. Ça peut être un rhabdomyosarcome vésico-prostatique, c'est-à-dire un cancer au final de la paroi musculaire de la vessie, donc le rhabdomyosarcome chez l'enfant. Voilà pour les tumeurs. Pour les infections urinaires, qui sont les causes urologiques les plus fréquentes. Donc là, il s'agit de la cause la plus fréquente d'hématurie microscopique ou macroscopique.
Ça va s'accompagner d'un tableau clinique évocateur de cystite, de pyélonéphrite ou d'infection urinaire masculine. Elle peut révéler, cette infection urinaire, des bactéries uropathogènes classiques, genre bacilles gram négatifs, comme Escherichia coli, ou des cocci positifs, comme les entérocoques. Ça peut aussi être des pathologies en rapport avec un contexte épidémiologique. Par exemple, la tuberculose urinaire. Donc là, on aura une leucocyturie aseptique, c'est-à-dire des globules blancs mais qui n'ont pas de germes associés. Des calcifications des parois vésicales, ce qu'on appelle la vessie porcelaine, ou des calcifications urétérales de l'urétère. On peut aussi avoir une atteinte génitale possible dans la tuberculose urinaire. Et donc là, il faut rechercher une BK-urie, donc bacille de corps dans les urines, sur 3 jours de suite. Et aussi, on peut avoir la bilharziose. Ça, c'est dans les zones d'endémie, donc Afrique du Nord, péninsule arabique. On va rechercher des œufs de schistosomia, hématobiome dans les urines, 3 jours de suite, ou même par biopsie vésicale. C'est dangereux parce qu'il y a un risque de calcification et de fibrose vésicale ou urétérale, avec une prédisposition ensuite au carcinome vésical. Donc bilharziose vraiment à dépister si on a une notion de voyage dans les zones d'endémie. Voilà pour les infections urinaires. Et enfin, pour la maladie lithiasique urinaire, ça c'est très fréquent aussi, ça peut concerner les reins, les urétères ou la vessie. Ça va être soit paucisymptomatique, donc peu de symptômes, soit au cours d'un épisode de colique néphrétique. Et donc ça c'est très très douloureux. Et il y a l'hématurie microscopique qui est très fréquente. Voilà, l'hématurie d'effort, elle est évocatrice dans ce cas-là. Et enfin, il y a d'autres étiologies qui sont moins fréquentes, mais bon, il faut quand même y penser. Ça va être le traumatisme vésical, urétéral ou rénal, avec des malformations vasculaires rénales spontanées. Ça peut être aussi lié à ça. Par exemple, des angiomes papillaires, ou traumatiques du style anévrisme, fistule artério-veineuse, etc. Ça, c'est des malformations vasculaires rénales traumatiques. Après, on peut avoir aussi une cystite radique, donc après des rayons, une cystite interstitielle, une cystite hémorragique, donc dans le cas de cyclophosphamide, comme traitement, ça peut être viral aussi, une cystite hémorragique. Et on peut aussi avoir chez les femmes l'endométriose vésicale, qui peut donner des hématuries micro ou macroscopiques. Après, on a des étiologies liées aux médicaments, iatrogènes. Donc, on peut avoir une hématurie au décours d'un geste endoscopique par une chute d'escar, entre guillemets. Lorsqu'on a par exemple une résection endoscopique de prostate ou de vessie. Ça peut être à la suite d'une fibroscopie, d'une lithotricie extracorporelle dans le cadre de lithiase. C'est la destruction un petit peu des calculs par la lithotricie. Une biopsie prostatique peut faire saigner, une biopsie rénale ou après la pose d'une sonde vésicale ou d'un cathéter suspubien. Voilà, tout ça c'est des hématuries au décours de ces gestes. L'hypertrophie bénigne de la prostate chez l'adulte peut aussi donner ça, mais c'est un diagnostic d'élimination. Voilà. Et chez l'enfant, ce sera plutôt des uropathies malformatives obstructives, comme le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, le méga-urétère obstructif, des valves de l'urètre postérieur. Voilà, ça c'est des uropathies malformatives obstructives qui empêchent les urines de s'évacuer et qui vont pouvoir faire saigner. Et chez le jeune garçon, on peut avoir ce qu'on appelle des cervicotrigonites idiopathiques. Donc ça, voilà, c'est une cause très rare aussi, mais lorsqu'on a tout éliminé, il faut pouvoir y penser. Alors, pour diagnostiquer les hématuries, justement, on a un arbre diagnostique qui est intéressant et que je vais mettre dans le post Instagram. Ça va être le truc à retenir, d'ailleurs. Donc, on part du point de départ, l'hématurie macroscopique ou microscopique. Donc, on fait l'examen clinique, une bandelette urinaire, un toucher rectal ou toucher vaginal, l'examen des organes génitaux externes,
des fosses lombaires, une palpation de l'abdomen, est-ce qu'il y a des œdèmes des membres inférieurs ou pas, de l'HTA, hypertension donc, et une hyperthermie. Voilà. On recherche les signes de gravité, notamment avec les constantes hémodynamiques, donc fréquence cardiaque, pression artérielle, état général. Le CBU va pouvoir nous confirmer l'hématurie, et on va faire un bilan sanguin qui va nous donner la NFS, le bilan de coag avec TPTCA, et la fonction rénale avec urée-créate. Donc là, déjà à partir de l'examen clinique et examen paraclinique, on va dire, de première intention, on va pouvoir éliminer déjà les fausses hématuries liées aux médicaments, à la myoglobinurie, l'hémoglobinurie, des urétroragies, des métroragies, etc. On peut dépister aussi des infections urinaires, donc il faut recontrôler l'hématurie à distance. Et surtout, on va pouvoir reconnaître des signes d'alerte ou d'urgence qui vont nécessiter une hospitalisation. Là, ça sera si on a une déglobulisation, donc une anémie sévère à la NFS, une insuffisance rénale, un sepsis, un état de choc, un globe vésical sur caillotage. Là, il y aura nécessité de faire un sondage, généralement un sondage à double courant, d'ailleurs, pour venir laver la vessie et dans l'autre tuyau, évacuer les caillots. Ça peut être aussi une colique néphrétique sur caillotage. Ça peut être un traumatisme ouvert ou fermé du flanc ou de la fosse lombaire. Donc là, on pourra discuter d'une artériographie en urgence. Et enfin, on peut avoir des signes rénaux ou extra-rénaux qui peuvent évoquer une urgence glomérulaire. Voilà. Donc, quand on a éliminé les fausses hématuries, l'infection urinaire ou les signes d'urgence, on va faire un bilan en externe, sans urgence donc. On va rechercher des signes d'orientation, donc là des syndromes urologiques, des symptômes du bas appareil urinaire, des douleurs lombaires, des caillots. Et on va aussi rechercher des symptômes néphrologiques, et donc là ce sera plutôt les signes évocateurs de maladies rénales, donc l'HTA, l'insuffisance rénale, les OMI, etc. Donc, pour ces signes d'orientation, on va faire le bilan minimal de première intention. Et donc là, ça sera l'imagerie par échographie réno-vésicale, un peu de débrouillage, qui sera complétée ensuite par un uroscanner. Donc si on a une pathologie évidente à l'imagerie, style tumeur rénale localement avancée, tumeur urothéliale de la vessie ou des voies excrétrices supérieures, des lithiases urinaires ou une polykystose rénale, un infarctus rénal, une nécrose papillaire, eh bien, ça va indiquer une consultation chez un urologue qui discutera de la fibroscopie urétrovésicale sous anesthésie locale. Donc, il va pouvoir aussi voir s'il y a un contexte évocateur, avec une cytologie positive par exemple, des symptômes du bas appareil urinaire ou un âge supérieur à 50 ans avec du tabagisme actif, qui sont des facteurs de risque de cancer urinaire. Voilà, il va pouvoir faire l'étiologie, l'urologue, avec les étiologies de tumeurs vésicales non polypoïdes, donc un carcinome in situ, une cystite radique, une tuberculose ou bilharziose, etc. Et il verra s'il fera l'urétéroscopie sous anesthésie générale. Voilà, si la fibroscopie, par exemple, n'a rien montré, malgré des facteurs de risque, ou une cytologie positive. Alors, il faudra peut-être faire l'urétéroscopie sous AG. Lorsque le bilan d'imagerie de première intention avec l'écho et l'uroscanner est normal, eh bien, on va faire la cytologie urinaire, justement. On va aussi faire la protéinurie, donc des 24 heures ou sur échantillon. On va rechercher aussi des cylindres hématiques. Donc là, si c'est positif, que la cytologie urinaire est positive, eh bien, consultation chez l'urologue. Si on a une cytologie urinaire négative et une protéinurie négative, donc c'est pas néphrologique, donc pareil, consultation chez l'urologue. Par contre, si on a une protéinurie ou des cylindres hématiques, bien là, c'est plutôt en faveur d'une cause néphrologique.
Et donc là, on va envoyer le patient consulter un néphrologue qui va discuter d'une ponction biopsie du rein. Voilà. Et donc là, les contextes évocateurs, ça va être le patient de jeune âge, en post-infectieux, qui a de l'HTA, une insuffisance rénale aiguë, des cylindres hématiques et une protéinurie. Et donc là, les étiologies, ça va être la glomérulonéphrite aiguë, la glomérulonéphrite chronique, la néphropathie IgA, la glomérulonéphrite rapidement progressive et la néphropathie interstitielle. Et donc là, les patients sont orientés soit chez le néphrologue, soit chez l'urologue. Et voilà, on a pu faire l'arbre diagnostique des hématuries. Et donc là, il reste deux petites parties. Donc, la première, c'est savoir identifier une hématurie macroscopique caillotante et ses signes de gravité. Ça, c'est dans le cas de l'urgence, généralement. Donc déjà, l'hématurie macroscopique, c'est un signe d'alerte majeur. Mais le bilan étiologique peut être réalisé en externe, comme on a vu, s'il n'y a pas de facteur de risque d'urgence, quoi. Par contre, si c'est un retentissement clinique ou biologique, il y aura une indication à hospitaliser. Donc, ces facteurs de risque, ça va être le caillotage vésical ou urétéral, la déglobulisation, donc la perte de poids d'hémoglobine rapidement, le sepsis, l'insuffisance rénale, et une hématurie persistante peut être responsable d'une anémie par sa chronicité. Donc ça, c'est aussi un signe d'alerte majeur. L'importance de l'hémorragie peut provoquer un caillotage. Donc ça, c'est lorsqu'il y a du sang frais dans les voies urinaires. Ce caillotage peut se faire au niveau de la vessie ou de l'urétère. L'apparition de caillots visibles ou d'une dysurie, ou même les deux, ça peut faire craindre l'évolution vers la rétention vésicale d'urine. Donc, quand il y a une hématurie plus un globe vésical, directement il faut penser au caillotage vésical. Et donc ça c'est la rétention aiguë d'urine au niveau de la vessie. Et lorsqu'on a une douleur lombaire en plus, ça va évoquer une colique néphrétique par caillotage urétéral, c'est-à-dire que le caillot sera bloqué dans l'urétère, qui va mettre en tension les urétères justement, qui va pouvoir un peu faire se dilater le rein aussi, le piélon, tout ça. Et donc ça fait en fait le tableau d'une colique néphrétique, mais non pas à cause d'un calcul de cristaux, mais à cause d'un caillot sanguin, tout simplement. Donc là, il faut éliminer cliniquement un globe vésical ou une colique néphrétique. Il faut évaluer le retentissement clinique, donc les constantes, est-ce qu'il y a une tachycardie, une hypotension artérielle, des marbrures qui peuvent faire craindre une hypovolémie, qui va nécessiter alors un remplissage sanguin. On peut avoir un sepsis qui est surajouté à cause de la stase d'urine. Et le retentissement également biologique, en plus du retentissement clinique. Donc là, ça va être la profondeur de l'anémie, des troubles de l'hémostase surajoutés, une insuffisance rénale, etc. Et donc, on va voir quelques éléments de la prise en charge de ces hématuries caillotantes, qui sont des facteurs de risque, enfin des signes un peu de gravité. Et donc là, en cas d'hématurie macroscopique caillotante, et en l'absence de rétention aiguë d'urine ou de colique néphrétique, il faut recommander le maintien d'une bonne hydratation afin de permettre l'évacuation des caillots et d'éliminer des facteurs favorisants réversibles, notamment les troubles de l'hémostase, la prise d'anticoagulants, etc. Un bilan sanguin doit être réalisé, notamment l'ANFS, le TPTCA plus ou moins l'INR, donc un peu les troubles de la coagulation, et aussi un groupage avec ABO, Rhésus et les RAI, au cas où il y a besoin de transfuser. En cas de troubles hémodynamiques associés, il va falloir entreprendre un remplissage intraveineux et envisager une transfusion de culoglobulaire en cas de déglobulisation mal tolérée. La correction des troubles de l'hémostase doit être réalisée en parallèle, donc l'arrêt d'un anticoagulant par exemple, la correction d'un surdosage en anticoagulant,
la supplémentation en vitamine K ou en PPSB. Voilà, pour antagoniser un peu l'effet des anticoagulants, notamment les AVK. Et en cas de rétention d'urine sur un caillotage vésical, il faut savoir que la pose d'un cathéter suspubien est contre-indiquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de dissémination en cas de tumeur urothéliale vésicale sous-jacente qu'on ne traite pas, et qu'il y a une impossibilité de décaillotage et de lavage continu vésical avec un risque d'obstruction du cathéter, qui est de calibre insuffisant. Donc dans le cas d'une rétention aiguë d'urine sur un caillotage vésical, il va falloir poser une sonde vésicale à double courant de gros calibre, c'est-à-dire supérieur à 18. Et donc il y aura un décaillotage manuel à la seringue, puis ensuite la mise en place d'irrigation et de lavage en continu avec le sérum physiologique. Et lors de la pose de cette sonde vésicale à double courant, on fera la réalisation d'un ECBU. En cas d'échec des manœuvres de décaillotage manuel, ou de mauvais rendement transfusionnel, ou de mauvaise tolérance clinique, eh bien, il y aura un décaillotage endoscopique chirurgical qui doit être envisagé au bloc opératoire. Et donc là, il permet éventuellement de traiter et même de réséquer une lésion vésicale dans le même temps s'il observe un polype, par exemple, qui est d'allure maligne. Et enfin, en cas d'hématurie macroscopique qui provient des voies excrétrices supérieures, le caillotage peut entraîner un tableau de colique néphrétique, habituellement spontanément résolutif, et il est parfois nécessaire de mettre en place une endoprothèse urétérale en cas de pyélonéphrite obstructive, d'insuffisance rénale ou de douleur rénale résistante. Et donc cette endoprothèse urétérale, généralement, c'est la sonde de double J dont on entend souvent parler. C'est tout simplement une endoprothèse, une prothèse de l'urètre lorsqu'il y a une obstruction liée à une infection, à un calcul, etc. etc. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre sur l'hématurie qui était assez complet, mine de rien, mais c'est un chapitre intéressant puisqu'on a souvent ce cas-là, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. Voilà, donc il y a des causes plus ou moins graves, ça peut venir soit des voies urinaires, soit du rein en lui-même, et donc il faut savoir le distinguer et savoir adresser au bon spécialiste. Donc ce chapitre, normalement, vous aura permis de repérer un peu tout ça. Voilà, j'en dis pas plus, je vous souhaite à tous une excellente journée, révisez bien, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.